Exclu des réunions de famille pendant 12 ans, ils ne s'attendaient pas à me revoir. Ce soir à Monaco, en sortant de la Rolls-Royce, ils ont découvert ma réussite sans eux. Leurs sourires se sont figés. Ils pensaient que j'avais disparu, effacé de chaque photo de famille, de chaque fête, de chaque conversation pendant 12 ans. Pas un seul appel, pas un seul mot. Puis, une nuit à Monaco, les flashs des appareils photo ont crépité et je suis sorti d'une Rolls-Royce juste devant eux. Mon père s'est figé. Le sourire de ma mère s'est brisé. La femme qu'ils avaient enterrée dans le silence venait de devenir quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, de mettre un j'aime et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. La soie de ma robe captait la lumière du matin alors que je me tenais devant la baie vitrée. Monaco s'étendait en contrebas, pierre pâle, au bleu et une perfection presque excessive. J'ai relevé le menton face à mon reflet dans la vitre. 12 ans de silence ne m'avaient pas affaibli, ils m'avaient appris à marcher sans demander la permission. Mes cheveux, autrefois sauvages et sombres, étaient maintenant lisses. J'ai coincé une mèche derrière mon oreille et esquissé un sourire, poli, indéchiffrable, le genre qui pousse les gens à se demander ce que vous savez et qu'ils ignorent. Quelque part en bas, le chauffeur attendait pour me conduire au gala automobile de l'Orum. Ce soir, je défilerai devant les photographes, serrai la main d'homme qui pensait que le pouvoir était une eau de Cologne et ferait semblant que rien de tout cela ne me faisait encore mal. Mon reflet a changé, et soudain, j'avais de nouveau 23 ans, debout dans la salle à manger de mon père à Cannes. L'odeur du café, le cliquetis de l'argenterie. Charles Dubois était assis au bout de la table, tenant un journal si fermement qu'il se froissait. Mon visage me fixait depuis la première page. Amélie Dubois quitte HEC Paris. Il a jeté le journal sur la table. Tu as déshonoré cette famille. Je me souviens de mon cœur qui battait la chamade, mais ma voix était stable. Je veux construire quelque chose par moi-même. Il a eu un rire bref et sec. Tu tournes le dos à tout ce que nous t'avons donné. Très bien, pars. Mais ne reviens pas quand tu auras échoué. Ma mère, Éléonore, n'a rien dit. Elle regardait simplement de l'un à l'autre, ses doigts se resserrant sur le pied de son verre. Elle était terrifiée à l'idée de perdre sa place dans son monde. Ma sœur, Camille, fixait son assiette. Personne n'a bougé pour me retenir. J'ai fait ma valise en silence. Chaque recoin de cette maison me semblait plus froid que dans mes souvenirs. Sur le seuil, je me suis retourné une fois, espérant stupidement que quelqu'un m'appellerait. Personne ne l'a fait. Le son de la porte se refermant derrière moi était plus doux que je ne l'avais imaginé, mais la coupure fut nette. Quand on quitte un endroit qu'on a appelé chez soi, on n'emporte pas des souvenirs, on emporte des cicatrices. J'ai passé cette nuit-là dans un motel le long de la grande corniche, le murmure de la mer traversant les murs. Je me souviens m'être assise au bord du lit, comptant l'argent dans mon portefeuille, me répétant que je ne leur demanderais plus jamais d'aide. Je ne savais pas de quoi le lendemain serait fait, je savais juste qu'il devait être à moi. Le souvenir s'est estompé aussi vite qu'il était venu. La fenêtre à Monaco me renvoyait mon reflet. La même femme, un monde différent. Dehors, les yachts dérivaient comme des fantômes blancs. À l'intérieur, l'air sentait le parfum et le pouvoir. J'ai glissé mon téléphone dans ma pochette, jeté un dernier regard dans le miroir. Mon reflet ne tremblait plus. J'avais appris à cacher les tremblements sous l'immobilité. L'ascenseur a sonné en s'ouvrant. Je suis entré, mes talons résonnant sur le marbre. Les murs en miroir capturaient une douzaine de versions de moi, la jeune fille qui était partie, la femme qui revenait, celle qui avait cessé d'attendre des excuses. Mon cœur a battu une fois, fort, alors que l'ascenseur entamait sa lente descente. J'ai fermé les yeux et laissé le vrombissement des câbles remplir le silence. Il ne le savait pas encore, mais ce soir, le destin allait me rendre tout ce qu'il m'avait pris. Et quand les portes s'ouvriraient, je serais prête. Le bruit des vagues fut la seule chose qui me tint compagnie ce premier hiver à Nice. Mon appartement était à peine assez grand pour un lit, une commode et une fenêtre qui donnaient sur la Méditerranée. Mais la mer me rappelait que quelque chose de vaste existait encore au-delà de ce que j'avais perdu. Le loyer était en retard, mes chaussures avaient des trous, et mon CV ressemblait à une liste d'erreurs. Pourtant, je mettais mon réveil à 5 heures chaque matin. Si je ne pouvais rien contrôler d'autre, je pouvais au moins contrôler ça. Au lever du soleil, j'étais sur mon vélo, pédalant vers le petit hôtel de la promenade des Anglais où je travaillais à la réception. L'air salin me piquait les yeux.
Je répétais les mêmes mots dans ma tête à chaque tour de pédale, tu n'as besoin de personne pour te choisir, tant que tu continues à te présenter. Le hall sentait le café bon marché et le vernis pour meubles. J'épinglais mon badge, lissais mon blazer et souriais avant même que le premier client ne franchisse les portes. Ce n'était pas faux, c'était une armure. Ce matin-là, un homme en costume de lin a frappé du poing sur le comptoir. J'attends ma suite depuis 20 minutes. Est-ce que vous savez au moins ce que signifie le service client? J'ai jeté un œil à l'ordinateur, vu le retard et dit calmement, Monsieur Langford, je comprends votre frustration. Laissez-moi vous surclasser dans notre chambre avec vue sur la mer. C'est offert par la maison pour le désagrément. Sa colère s'est dégonflée comme un ballon. Bon, très bien. Assurez-vous simplement que mes bagages y soient montés. Bien sûr. Je lui ai tendu la nouvelle carte clé, j'ai souri pendant qu'il s'éloignait d'un pas sec, puis j'ai expiré une fois qu'il fut hors de vue. Quand je me suis retourné, une femme se tenait près du bord du hall. Fin de la cinquantaine, élégante de cette manière naturelle que l'argent confère parfois. Cheveux gris tirés en un chignon bas, tailleur bleu marine. Elle m'observait avec intérêt, un soupçon de sourire aux lèvres. Vous avez bien géré ça, dit-elle en s'approchant. Êtes-vous la directrice ici? J'ai secoué la tête. Juste réceptionniste. Vous étudiez le commerce ou l'hôtellerie? Non. J'ai rencontré son regard, me sentant étrangement sans peur. J'ai étudié la survie. Elle a ri doucement, comme si elle ne s'attendait pas à cette honnêteté. C'est la meilleure des formations. Elle a sorti de son sac une simple carte blanche. Je suis Hélène Allard. J'investis dans les gens qui réussissent là où ils ne devraient pas. Si un jour vous êtes prête pour une opportunité, appelez-moi. J'ai pris la carte, les remercier et les glisser dans mon portefeuille. Le nom semblait lourd, comme s'il appartenait à un monde qui m'avait toujours refusé. Cette nuit-là, dans mon minuscule appartement, j'ai fixé cette carte sous la lumière jaune. Je voulais croire que c'était réel, mais l'espoir m'avait déjà échaudé. Je l'ai glissé dans le tiroir à côté de mon lit et me suis dit de ne plus y penser. Une année a passé. La routine n'a jamais changé, réveil, travail, sommeil. J'ai économisé chaque pourboire, chaque euro d'heure supplémentaire, jusqu'à ce que mon compte d'épargne affiche 4 chiffres pour la première fois. Je ne l'avais toujours pas appelé. Je ne pensais pas que quelqu'un comme Hélène Allard se souviendrait d'une fille comme moi. Puis, un jeudi matin de 2015, mon téléphone a sonné alors que je pliais des draps dans l'arrière-boutique. Une voix douce a dit « Mademoiselle Dubois, c'est Hélène Allard. J'espère que vous êtes toujours aussi intrépide que ce jour-là à la réception. » Je me suis figé, un drap à moitié plié. « Madame Allard, je ne pensais pas que vous vous souviendriez de moi. Je reconnais la ténacité quand je la vois. Pouvez-vous me rencontrer demain? Il y a un café sur l'avenue Montaigne, à 10 heures. » Le lendemain, je suis arrivé dans mon seul blazer propre, serrant un sac à main acheté en friperie. Le café sentait l'expresso et l'argent. Hélène était assise près de la fenêtre, la lumière du soleil auréolant ses cheveux argentés. Elle a souri comme si elle m'avait toujours attendu. J'ai observé quelques propriétés côtières, a-t-elle commencé en faisant glisser un dossier sur la table. De petits complexes hôteliers sous-développés qui pourraient prospérer avec la bonne vision. Vous avez cette vision, mademoiselle Dubois. Vous n'avez simplement pas le capital. C'est là que j'interviens. J'ai feuilleté les pages, des photos de cottage défraîchies, des notes de son écriture soignée. Vous m'offrez un emploi? Je vous offre un partenariat. J'investirai 200 000 euros. Vous gérez les opérations, l'image de marque, tout. Si ça réussit, nous partageons les bénéfices. Si ça échoue, j'assume la perte. J'ai cligné des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Pourquoi moi? Ses yeux se sont adoucis. Parce que vous me rappelez qui j'étais avant de laisser le monde me dire ce que je ne pouvais pas faire. Mon pouls battait dans mes oreilles. Le chiffre sur le papier aurait aussi bien pu être 1 million. Je pouvais presque entendre mon père se moquer, qualifier cela de folie. C'était une raison suffisante pour dire oui. Pourtant, j'ai demandé doucement, quel est le piège? Pas de piège, dit-elle. Juste une promesse, vous travaillerez plus dur que vous ne l'avez jamais fait. Et si cela réussit, vous ne laisserez jamais personne vous dire que vous avez eu de la chance. J'ai signé le contrat avec des mains tremblantes. Elle a tendu sa paume. Je l'ai serré,
sentant le poids de quelque chose d'irréversible. Quand je suis sorti, le ciel au-dessus de Paris était d'un bleu doux et indulgent. J'ai marché jusqu'à atteindre le bord de la ville, où je pouvais voir la ligne lointaine de la mer au loin. J'ai murmuré pour moi-même, presque en riant, je l'ai fait. Puis plus doucement, ne gâche pas tout. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer ces mots, j'investis dans les gens qui réussissent là où ils ne devraient pas. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, je ne fuyais plus quelque chose, je courais vers quelque chose. À l'aube, j'ai conduit jusqu'à Deauville pour voir la propriété. 2 cottages usés face aux falaises, la peinture écaillée, le sel rongeant les fenêtres. Le vent marin emmêlait mes cheveux, froid et vif. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Je suis resté là jusqu'à ce que le soleil perce à l'horizon, de l'or se déversant sur les vagues. Les mouettes criaient au-dessus de ma tête, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en 12 ans, l'espoir. Parfois, personne ne croit en vous quand vous n'avez rien. Mais parfois, une seule personne voit ce que vous n'avez pas encore osé croire. Je me suis retourné vers le complexe hôtelier vide, le papier encore chaud dans ma main, et j'ai souri. Le début du groupe Dubois n'a eu ni inauguration, ni applaudissements, juste le bruit de la mer me rappelant que je construisais enfin quelque chose qui ne pourrait pas m'être enlevé. En 2017, le groupe Dubois avait 2 complexes ouverts, l'un prospérant à Deauville, l'autre fraîchement rénové près de Biarritz. Les gens me qualifiaient d'ambitieuse, d'infatigable, de visionnaire. Ils ne voyaient pas les cernes sous mes yeux, ni la pile de factures impayées qui grandissait comme une menace silencieuse sur mon bureau. Le bourdonnement du néon au-dessus de moi se mêlait au tic-tac constant de l'horloge murale. Je pensais que le succès sentait l'air salin et le champagne. Au lieu de cela, il sentait l'encre, le métal et l'épuisement. Ce matin-là, le téléphone a sonné. Mon estomac s'est noué avant même que je ne réponde. Mademoiselle Dubois, dit le banquier, poli mais distant. L'un de vos principaux investisseurs a retiré son financement, avec effet immédiat. Mon stylo s'est figé en pleine signature. Ce n'est pas possible, dis-je doucement. Le contrat. Ils ont exercé leur clause de sortie anticipée, interrompit-il. Incertitude du marché. Ma main tremblait, mais pas ma voix. J'organiserai une réunion. Merci. J'ai raccroché, fixant le mur pendant 1 minute entière, puis je me suis levé. La panique était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. 2 heures plus tard, j'étais dans une salle de réunion avec 5 personnes, tous des hommes, tous plus âgés, tous me regardant comme s'ils s'attendaient à ce que je craque. La pluie battait fort contre la vitre derrière eux, zébrant la vue sur l'Atlantique. L'un d'eux, le directeur financier, dit doucement, sans ce capital, la propriété de Deauville ne pourra pas payer les salaires le mois prochain. J'ai regardé les chiffres à l'écran, des millions que je n'avais pas, des employés qui dépendaient de moi. Nous ne fermons pas, dis-je. Amélie. J'hypothéquerai mon appartement, dis-je avant de pouvoir réfléchir. Utilisez-le comme garantie. Nous comblerons le manque. Donnez-moi juste 60 jours. Le silence s'est installé dans la pièce. Quelqu'un s'est raclé la gorge. C'est risqué. J'ai rencontré son regard. Construire quelque chose à partir de rien l'est aussi. 60 jours. À la fin de la réunion, je suis sorti sur le parking sans parapluie. La pluie tombait drue, trempant mes cheveux, ma veste, ma détermination. Je me suis assise dans la voiture, moteur éteint, le pare-brise s'embuant. Mon reflet dans la vitre ressemblait à une étrangère, mouillée, fatiguée et en colère. Je pensais qu'être renié par ma famille était la pire des douleurs. J'avais tort. Être trahi par le rêve pour lequel on a saigné était pire. J'ai allumé la radio juste pour combler le silence. Un segment d'information passait. La voix de mon père. Charles Dubois, disait le journaliste, au gala philanthropique de la Côte d'Azur ce soir, parlant des valeurs familiales et de l'importance de l'héritage. Sa voix remplissait la voiture, confiante et bien rodée. Un nom de famille signifie quelque chose quand il représente l'intégrité, la discipline et la fierté. J'ai éclaté de rire, le son aigu dans le petit espace. Fierté, intégrité. L'homme n'avait pas appelé sa fille en 12 ans mais pouvait encore sermonner sur les valeurs familiales à la télévision en direct. Peut-être que héritage n'est qu'un mot que les hommes riches utilisent pour excuser leurs échecs, marmonnai-je en essuyant la pluie de ma joue, qui aurait pu être des larmes. Le téléphone a vibré sur mes genoux. Numéro inconnu.
J'ai failli l'ignorer, puis j'ai vu les initiales sur l'écran, achat. Hélène. Ma voix s'est brisée quand j'ai répondu. J'ai entendu parler de votre investisseur, dit-elle, calme comme toujours. Vous ne m'avez pas appelé. Je ne voulais pas demander plus. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de confiance. Vous avez construit quelque chose de réel, Amélie. Je ne vous laisserai pas le perdre parce qu'un lâche a eu froid aux yeux. J'ai dégluti difficilement. Que voulez-vous dire? Je dis que j'investirai un quart de million supplémentaire. Sans condition. Juste une promesse, n'osez pas abandonner maintenant. Pour la première fois de la journée, ma gorge s'est nouée. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous l'avez déjà fait, dit-elle doucement, en n'abandonnant pas la ligne à couper. J'ai fixé le téléphone, incrédule, puis mon reflet trempé dans la vitre. La pluie s'était arrêtée sans que je m'en rende compte. Je suis sorti de la voiture. La tempête avait balayé l'air, le rendant vif et salé. Je pouvais de nouveau entendre l'océan, régulier et vivant, les vagues se brisant contre les falaises en contrebas. J'ai marché vers le bord jusqu'à ce que les embruns me frappent le visage. Les nuages se sont écartés, laissant passer la lumière du soleil. J'ai penché la tête en arrière, les yeux fermés, sentant la chaleur sur ma peau. La peur ne s'est pas évanouie, mais son emprise s'est relâchée. Les gens pensent que le succès est une ligne droite. Ce n'est pas le cas. C'est tomber encore et prétendre que les Bleus font partie du plan. Cette nuit-là, je suis resté au complexe de Deauville. Les couloirs sentaient le vernis à bois et l'air salin, la même odeur qui m'avait réconforté quand je n'avais rien. J'ai traversé le hall vide pieds nus, le sol en marbre froid sous mes pieds. Demain, il y aurait des contrats à réécrire, des investisseurs à convaincre, du personnel à rassurer. Mais pour l'instant, il y avait le silence. Je me suis assise dehors sur la terrasse surplombant la mer. L'horizon était bleu pâle, presque argenté. Mes mains tremblaient encore à cause de l'adrénaline, du soulagement, du poids de ce que j'avais failli perdre. Quelque part là-bas, mon père était probablement encore sur scène, recueillant des applaudissements pour des mots qu'il n'incarnait pas. Et moi, j'étais là, trempée, épuisée, mais vivante. Toujours debout, par mes propres moyens. Le vent s'est levé, fouettant mes cheveux sur mon visage. J'ai souri faiblement, murmurant dans l'air salin, « Vous ne m'avez pas brisé ». Les vagues ont répondu avec leur rythme infini, comme elles l'avaient toujours fait. Je suis resté assise là jusqu'à ce que la dernière lumière s'estompe, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de croire que peut-être, je pouvais encore gagner. En 2020, les bureaux du groupe Dubois ne ressemblaient en rien aux espaces exigus que je louais auparavant. Les murs de verre donnaient sur la Défense à Paris, la lumière du soleil se déversant sur l'acier et le marbre. D'ici, je pouvais voir la silhouette de la ville scintiller à travers la brume. Cela me rappelait quelque chose qu'Hélène Allard m'avait dit un jour, « Quand vous pourrez enfin voir la ville d'en haut, n'oubliez pas à quoi elle ressemblait depuis la rue. » Ce matin-là, je rencontrais un candidat pour le nouveau poste de directeur des opérations. Julien Moreau est arrivé avec 10 minutes d'avance, portant un costume gris sur mesure mais sans arrogance. Il tenait son CV dans une main et un carnet dans l'autre. Il y avait quelque chose de délibéré dans sa posture, comme s'il avait déjà décidé du genre d'impression qu'il voulait faire. Il s'est assis en face de moi, balayant du regard la vue panoramique avant de se tourner vers moi. « J'ai lu des articles sur le groupe Dubois, dit-il. Vous vous êtes développé rapidement pour une entreprise qui a commencé il y a moins de 10 ans. Je suis curieux. Les gens disent que vous avez commencé comme réceptionniste d'hôtel. Est-ce vrai? » J'ai souri légèrement. Presque. J'ai commencé en me faisant mettre à la porte de ma propre maison. Il a cligné des yeux, puis a ri doucement. C'est une façon de commencer un CV. Je n'embauche pas pour le charme, monsieur Moreau, dis-je d'un ton neutre. J'embauche pour l'endurance. Ce travail ne consiste pas à maintenir la stabilité, mais à construire pendant que le sol tremble. Il a hoché la tête. Je comprends la volatilité. J'ai travaillé 12 ans au groupe de voyage Horizon. Nous avons traversé 2 récessions et une fusion qui a failli nous tuer. Qu'est-ce qui vous a fait partir? Il a hésité. Un PDG qui a cessé d'écouter. Je n'aime pas suivre les ordres de gens qui se croient intouchables. Cela m'a fait marquer une pause. Alors peut-être que nous nous entendrons bien, ai-je dit. 2 jours plus tard, il a signé le contrat. Quand il a tendu la main,
je l'ai prise. Bienvenue au groupe Dubois, ai-je dit. Ici, nous ne faisons pas de promesses, nous fixons des échéances. Il a souri. Je peux travailler avec ça. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de loyauté, seulement de compétences. Mais Julien m'a prouvé le contraire. Au cours des 2 années suivantes, il est devenu le calme dans chaque tempête. Il a appris à anticiper mes pensées, mes hésitations. Une fois, après une longue négociation qui a failli échouer, il est entré dans mon bureau avec 2 cafés et a dit « On a survécu à pire, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. En 2022, notre entreprise avait dépassé tout ce que j'avais osé imaginer. 3 complexes hôteliers, 2 partenariats avec des investisseurs internationaux et un besoin pressant de regarder au-delà des côtes françaises. Lors d'une réunion stratégique un après-midi, Julien a affiché une carte numérique. L'Europe, dit-il simplement. Nous sommes prêts. Je me suis penché sur la table de conférence. Montrez-moi où. Il a zoomé sur la Riviera. Un cercle rouge est apparu autour de Monaco. C'est petit, mais le nom a du poids. Les touristes, les liens commerciaux, le marché du luxe. Tout correspond à notre marque. Et il y a le gala automobile de l'Orum. Tous ceux qui comptent dans l'hôtellerie et la finance y assistent. Le mot Monaco flottait dans l'air comme un défi. L'endroit que je n'avais vu que dans les magazines. Le monde que ma famille se vantait de visiter. Celui qui m'avait autrefois semblé inaccessible. Faisons-le, dis-je finalement. Passez les appels. Nous aurons besoin d'un sponsoring, d'un accès. Quelques mois plus tard, notre équipe financière a mené un audit complet pour préparer l'expansion. Julien est entré dans mon bureau tard un vendredi, un dossier à la main, son expression prudente. Je dois vous montrer quelque chose, dit-il. L'un des plus petits fonds de notre portefeuille, Capital Westpont, s'avère être partiellement soutenu par le groupe de développement Dubois. Il a fallu une seconde pour que le nom fasse tilt. Groupe de développement. Il a hoché la tête. La société de votre père. L'air dans la pièce est devenu immobile. Mon reflet dans le mur de verre me fixait, la mâchoire serrée. Quelle est notre exposition ? 3% de notre base d'investissement totale. Si nous liquidons, nous perdons peut-être 4 ou 5 millions d'euros. J'ai pris le dossier, les feuilletés, parcourant des chiffres qui se brouillaient. L'idée qu'une partie de l'empire de mon père ait touché le mien me retournait l'estomac. Vendez, ai-je dit. Julien a froncé les sourcils. Amélie, c'est une réaction impulsive. C'est une participation indirecte. Ils ne réalisent probablement même pas qu'ils sont impliqués. Alors ça ne leur manquera pas. Je ne veux pas un seul euro de son nom dans mes comptes. Il a hésité. Nous allons subir une perte. J'ai levé les yeux. La liberté a un prix. Il m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Je m'en occupe. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville pulser en contrebas. Quelque part là-bas, mon père était probablement assis dans son bureau à Cannes, croyant qu'il contrôlait encore le récit. Mais j'en écrivais un autre. À la fin de ce trimestre fiscal, nous avions liquidé le compte. Les livres étaient propres. Chaque centime dans nos registres provenait désormais d'un travail pour lequel je m'étais battu. Quelques mois plus tard, Julien est entré avec un dossier intitulé Gala automobile de l'Orum 2025 proposition de partenariat. Ils ont accepté notre offre de sponsoring, dit-il en posant le dossier sur mon bureau. Nous serons un partenaire hôtelier vedette. Rolls-Royce est également à bord. C'est une énorme opportunité de relations publiques. J'ai feuilleté la proposition. Les images scintillaient, lustre en cristal, réception en bord de mer et la scène du gala sous les étoiles de Monaco. Êtes-vous sûr que nous pouvons nous le permettre, ai-je demandé, à moitié souriante. Il a rendu le sourire. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire. Quand il est parti, je suis resté à mon bureau, fixant le mot Monaco sur la page de couverture. Mes doigts ont tracé le logo en relief de Rolls-Royce en feuille d'argent. Monaco. La terre des intouchables. L'endroit où mon père faisait autrefois des voyages d'affaires auxquels je n'étais jamais invité. Maintenant, ce serait la scène où tout bouclerait la boucle. Le lendemain matin, j'ai signé le contrat. Le stylo semblait plus lourd que d'habitude, le moment trop silencieux pour ce qu'il signifiait. En regardant ma signature séchée sur la page,
j'ai murmuré, Monaco. L'endroit où le passé s'incline enfin. La lumière du soleil a capté le reflet de l'emblème Rolls-Royce sur le mur de la salle de conférence et, l'espace d'un instant, je me suis vu là-bas, vêtu d'argent, marchant sous les mêmes lumières qui leur avaient autrefois appartenu. L'air nocturne de Monaco était lourd de parfum et d'argent. Une musique s'échappait du pavillon au rhum, ce genre de jazz suave qui donne aux gens l'impression d'être importants. Les flashs éclataient comme des feux d'artifice alors que la Rolls-Royce Phantom ralentissait devant le tapis rouge. Je pouvais voir mon reflet dans la vitre teintée, posé, intouchable. Tout ce que j'avais passé 12 ans à devenir. La portière s'est ouverte. Le son extérieur a frappé comme une vague, des voix, des appareils photo. Mon nom. Amélie Dubois, a crié quelqu'un. La plus jeune PDG a sponsorisé le gala de cette année. La foule s'est écartée alors que je posais le pied sur le tapis, robe argentée, boucle d'oreilles en diamant, chaque éclat de lumière rebondissant sur moi comme une preuve de mon existence. À l'intérieur, la salle de bal brillait d'or. Les lustres projetaient leur lumière sur des tables de cristal, le tintement des flûtes de champagne s'élevant au-dessus de l'orchestre. J'ai pris une profonde inspiration. Chaque pas était délibéré, stable, contrôlé. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de reconnaissance. De l'autre côté de la salle, une voix familière a ri. Je me suis légèrement tourné. Le profil de mon père, parfaitement éclairé. Charles Dubois se tenait à côté de ma mère, sa posture toujours la même, imposante, fière, distante. Camille était avec eux, se penchant pour murmurer quelque chose. Je n'avais pas vu leur visage depuis plus d'une décennie, mais les détails ne s'étaient pas estompés, le collier de perles de ma mère, les boutons de manchette de mon père gravés du blason familial, les symboles de tout ce dont on m'avait dit que je n'étais pas digne. Je me suis dirigé vers la scène alors que le maître de cérémonie ajustait le microphone. Mesdames et messieurs, l'événement de ce soir vous est présenté par l'une des entreprises hôtelières à la croissance la plus rapide au monde, le groupe Dubois. Veuillez accueillir notre sponsor principal, la PDG Amélie Dubois. La salle est devenue silencieuse. Le rire de mon père s'est arrêté net. Sa main s'est figée autour de son verre. Éléonore s'est retournée brusquement, les yeux écarquillés, cherchant dans la foule jusqu'à ce qu'elle me trouve. La bouche de Camille s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Des murmures se sont élevés comme le vent dans des feuilles sèches. A-t-il dit Dubois? N'est-ce pas leur fille? Je pensais qu'elle avait disparu. Je suis passé devant eux sans un regard, bien que je puisse sentir la chaleur de leurs yeux sur mon dos. Mon cœur était calme, régulier. Je me suis dit, continue de marcher. Tu es à ta place. Les lumières de la scène étaient chaudes. J'ai fait face à la foule, j'ai souri légèrement. Bonsoir, ai-je dit dans le microphone. C'est un honneur d'être ici ce soir, parmi tant de gens qui comprennent ce que signifie construire quelque chose qui dure. Des applaudissements ont parcouru la salle. J'ai balayé l'audience du regard, juste assez pour trouver la table près du centre. Celle de mes parents. Le visage de mon père était devenu blême. Le verre de vin a glissé de sa main et s'est brisé contre le sol en marbre. Éléonore a porté sa main à sa bouche. J'ai laissé la pause s'étirer, pas assez longtemps pour être cruel, juste assez pour être mémorable. Il pensait que j'avais disparu, ai-je dit doucement, les mots destinés uniquement à moi. Mais j'étais seulement en coulisses. Quand je suis descendu de la scène, l'animateur m'a remercié, ignorant le courant qui passait sous les applaudissements polis. J'ai attrapé le sourire du maître de cérémonie, hoché la tête une fois et me suis tourné vers le fond de la salle. En passant devant la table de ma famille, j'ai pu entendre le souffle à peine audible de ma mère. Amélie, a-t-elle murmuré, mi-prière, mi-incrédulité. Je ne me suis pas arrêté. Mes talons claquaient contre le marbre, un rythme qui comblait le silence entre nous. Mon père ne bougeait pas. Il se contentait de regarder, sa fierté se fissurant comme le verre sur le sol. J'ai atteint les portes de la terrasse et je suis sorti. L'air était plus frais là, plus doux. La mer s'étendait en contrebas, les lumières des yachts scintillant sur l'eau sombre. Je me suis appuyé contre la balustrade, j'ai expiré lentement. Le bruit de la salle de bal s'est estompé, remplacé par le faible murmure de la nuit. Pendant 12 ans, j'avais imaginé ce moment. Je pensais qu'il serait triomphal, électrique. Mais ce n'était pas le cas. C'était calme, comme se tenir au bord de quelque chose que j'avais déjà conquis il y a longtemps. À travers la vitre, je pouvais encore les voir.
Charles, debout et rigide. Éléonore, s'agrippant à son bras. Camille, prise entre eux. Je me suis demandé s'ils étaient en colère, honteux ou simplement stupéfaits que j'ai appris à exister sans eux. Julien m'a rejointe quelques minutes plus tard, tenant 2 flûtes de champagne. « Tu l'as fait » dit-il en m'en tendant une. J'ai souri faiblement. « Non » ai-je dit. Je leur ai juste rappelé qui je suis. Il a trinqué avec moi. C'est mieux que n'importe quel discours. Nous sommes restés là en silence, le bruit des vagues et la musique lointaine remplissant l'espace entre les mots. Derrière la vitre, les invités ont repris leur rire, le tintement des verres masquant la fracture qui venait de se produire dans l'image parfaite d'une famille. J'ai jeté un dernier regard vers mon père. Il me regardait toujours, son expression indéchiffrable. Les yeux de ma mère brillaient à la lumière. Un instant, j'ai cru qu'elle allait venir. Elle ne l'a pas fait. L'orchestre à l'intérieur est passé à une chanson plus lente. Les lumières ont baissé, la foule s'est dirigée vers la piste de danse. J'ai posé ma flûte vide sur la balustrade, mon reflet scintillant faiblement dans la vitre. Cette nuit-là, je ne leur ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. Le silence entre nous disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Alors que les premières notes de jazz s'élevaient dans la nuit, je me suis détourné de la salle de bal, le bourdonnement des appareils photos s'estompant derrière moi. Les étoiles au-dessus de Monaco étaient pâles et lointaines, mais elles étaient à moi. Parfois, la vengeance la plus bruyante est celle qui ne fait aucun bruit. J'ai laissé le bruit derrière moi et j'ai laissé le calme me ramener à la maison. 2 jours après le gala, mon nom était partout. Internet avait fait ce qu'il fait toujours, transformer un moment de silence en spectacle. Amélie Dubois, la fille qui est revenue, titrait un article sous une photo de moi sortant de la Rolls-Royce. Des millions de vues, des dizaines d'analyses, le hashtag La Nuit à Monaco en tendance sur toutes les plateformes. J'étais assise à mon bureau à Paris, la ville brillant à travers la vitre derrière moi. La vidéo passait en boucle sur l'écran, sans le son, les lumières clignotant autour de mon sourire figé. Julien était adossé au mur, me regardant regarder moi-même. « On peut gérer ça » dit-il. « Prendre les devants. Contrôler le récit avant qu'il ne s'emballe. » J'ai secoué lentement la tête. On ne peut pas contrôler la curiosité, Julien. Les gens croient ce qu'ils ont besoin de croire. Mais je peux raconter ma version. Et ça suffira. Il m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Alors, racontons-la avec soin. À midi, Marc Lamy est arrivé, un stratège en relations publiques avec la confiance calme de quelqu'un qui a survécu à assez de scandales pour savoir que chaque feu peut être transformé en lumière. Il a posé son ordinateur portable et une pile de notes. « D'abord, dit-il, vous n'êtes pas la méchante. C'est la bonne nouvelle. Mais les gens aiment une histoire de rédemption plus qu'un scandale. On va s'appuyer là-dessus. » J'ai haussé un sourcil. Une histoire de rédemption ? Ce n'est pas moi qui suis tombé. Il a souri légèrement. C'est vrai. Mais pour le public, chaque femme qui réussit doit d'abord être tombée de quelque chose. C'est une structure narrative qu'ils comprennent déjà. Donnons-la leur, mais à vos conditions. Julien a croisé les bras. Vous voulez exploiter l'angle familial ? Je veux l'humaniser, a répondu Marc. Une femme bâtit un empire après avoir été rejetée. C'est puissant. Nous recadrons le silence comme une force. Appelons la campagne le respect au-delà des apparences. Faisons une histoire sur les femmes qui réussissent discrètement, qui n'ont pas besoin de crier pour être vues. J'y ai réfléchi. Les mots ont atterri comme un coup de poing doux. Le respect au-delà des apparences. C'était tout ce qu'il m'avait refusé, le respect, l'appartenance, la reconnaissance. J'ai hoché la tête une fois. Faisons-le. Le sourire de Marc s'est élargi. Alors, on commence demain. Vous devrez accorder une interview. Quelque chose de contrôlé, de soigné. Racontez votre histoire sans amertume. Les gens suivent la grâce plus que la colère. Il est parti alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Paris en orange et violet. Julien est resté, son reflet dans la fenêtre à côté du mien. Ils vont traîner le nom de votre famille dans la boue, dit-il doucement. Ils ont déjà enterré le mien, ai-je répondu. Le lendemain matin, les gros titres ont changé de ton. L'héritière silencieuse qui a bâti un empire. De l'exil à l'élégance, le parcours d'Amélie Dubois.
Mais pour chaque article louant la résilience, un autre ricanéait, elle ne fait que capitaliser sur l'héritage du bois. Une autre enfant de riche qui prétend être partie de rien. Les présentateurs télé débattaient de moi comme si j'étais une candidate politique. Des extraits du gala passaient en boucle, ralentis pour que le moment où mon père a laissé tomber son verre ressemble à du théâtre. D'une certaine manière, c'en était. J'ai arrêté de regarder mon téléphone après le 3e jour. Le bruit avait une façon de s'auto-alimenter. Ce soir-là, Marc a appelé. BFM Business veut une exclusivité, dit-il. Laurence Chenauve. Elle est dure, mais juste. Elle veut parler de leadership, pas de famille. Alors, faisons-le, ai-je dit. L'interview était prévue pour vendredi matin. Quand Laurence est arrivée, elle était plus petite que je ne l'imaginais, calme, les yeux vifs, son bloc-notes déjà ouvert. Elle m'a serré la main et a souri. Je vous remercie d'avoir accepté, mademoiselle Dubois. J'imagine que cela a été un tourbillon. On peut dire ça. Elle m'a étudié une seconde. On vous a décrite comme la fille qui est revenue. Comment vous voyez-vous? J'ai marqué une pause. Comme quelqu'un qui n'est jamais parti. J'ai juste arrêté d'attendre d'être invité. Elle a hoché la tête, griffonnant des notes. Et les rumeurs selon lesquelles votre entreprise aurait reçu un financement indirect du groupe de votre famille. J'ai rencontré son regard. Nous avons coupé tous les liens il y a des années. Il n'y a pas un centime d'eux dans tout ce que j'ai construit. Son stylo s'est arrêté. Intéressant. Parce que selon nos recherches préliminaires, la société holding de votre père a demandé à vendre plusieurs actifs le trimestre dernier. L'un d'eux était lié à votre projet européen. Mon estomac s'est glacé. Vous dites qu'il a investi chez nous? Pas directement, dit-elle prudemment. Mais assez pour faire les gros titres si quelqu'un voulait semer la zizanie. Je l'ai remercié, j'ai terminé l'interview et je l'ai raccompagné. Quand la porte s'est refermée, je me suis appuyé contre elle, le cœur battant fort dans mes oreilles. Julien est entré quelques minutes plus tard, le visage pâle. « Tu as vu ?» a-t-il demandé. À l'instant. Il s'est frotté la nuque. L'équipe de Laurence a appelé pour confirmer des détails. Ils ont des documents montrant que l'entreprise de votre père avait une petite participation dans l'un de nos partenaires. Ils présentent ça comme si vous aviez utilisé le nom de la famille pour reconstruire votre empire. Ma voix s'est faite plus basse. Ils préparent le terrain pour quelque chose de plus grand. Julien a hoché la tête d'un air sombre. Un procès, probablement. Pour diffamation. Il prétendra que votre parrainage au gala a nui à sa réputation. L'idée aurait dû me mettre en colère. Ce ne fut pas le cas. C'était juste prévisible, comme regarder une vieille pièce de théâtre avec de nouveaux acteurs. Je me suis assise à mon bureau, fixant les lumières de la ville qui scintillaient au-delà de la vitre. Quelque part là-bas, mon père appelait des avocats, se disant qu'il défendait l'héritage familial. Il ne comprendrait jamais que l'héritage ne s'hérite pas, il se construit. Mot par mot, contrat par contrat, cicatrice par cicatrice. Julien a posé une copie de l'article préliminaire sur mon bureau. Laurence dit qu'il paraîtra demain. Le titre me fixait déjà, Charles Dubois préparerait une action en justice contre sa fille. Je l'ai pris, j'ai lu le premier paragraphe, puis je l'ai reposé soigneusement. Il n'y avait plus de colère, juste un étrange calme, pur. Je pouvais le sentir s'installer dans ma poitrine, comme quelque chose de stable, de permanent. Certaines personnes ne supportent pas que la justice arrive tard. Cela leur rappelle que la vérité n'expire pas dehors, la pluie a commencé à tomber contre la vitre, douce et délibérée. J'ai éteint les lumières, la ville brillant en contrebas comme un témoin indifférent. Et j'ai murmuré à la pièce vide, qu'il en soit ainsi. Le palais de justice sentait la pluie et la nervosité. Des journalistes s'agglutinaient sur les marches du tribunal de grande instance de Paris, leurs parapluies scintillant sous une lumière grise. Les caméras se sont tournées dès que je suis sorti de la berline noire. « Amélie Dubois », a crié quelqu'un, « êtes-vous prête à affronter votre père au tribunal ?» Je n'ai pas répondu. Mon tailleur noir était comme une armure, mes talons claquant sur le béton mouillé. Julien marchait à mes côtés, tenant un dossier en cuir, son expression indéchiffrable. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il demandé doucement alors que nous approchions de la porte. « J'attends ça depuis 12 ans, ai-je dit. Il est temps. » À l'intérieur, la salle d'audience était plus froide que je ne l'imaginais.
Sol en marbre, lumière fluorescente, rangée d'inconnus venus assister à l'éclatement public de la famille d'un autre. Mon père était assis à la table du plaignant, la posture raide, le visage taillé dans la même arrogance qui remplissait autrefois chaque pièce de notre maison. Ma mère était à ses côtés, les mains jointes fermement sur ses genoux, les yeux baissés. Maître Deschamps, son avocat, s'est levé pour parler. Madame la juge, a-t-il commencé, cette affaire ne concerne pas l'argent. Elle concerne la réputation. Charles Dubois, homme d'affaires respecté, a subi une humiliation publique due aux agissements irréfléchis de sa fille, Amélie Dubois. Elle a profité du nom de sa famille, s'est présentée comme étant en rupture pour susciter la sympathie et a terni des décennies d'héritage. J'ai regardé droit devant moi. J'avais passé ma vie à être défini par leur nom de famille. Aujourd'hui, il me semblait être un costume que j'avais enfin dépassé. Mon avocate, Maître Durand, s'est levée. Sa voix était stable, inébranlable. Madame la juge, les preuves montreront que le groupe Dubois est une entité indépendante, fondée, financée et dirigée uniquement par Mademoiselle Dubois. Il n'y a eu ni diffamation, ni utilisation abusive de la marque familiale. Seulement la vérité. Et parfois, la vérité dérange. Un murmure a parcouru la salle. La mâchoire de mon père s'est crispée. La juge Martine Lambert a ajusté ses lunettes, son regard balayant la pièce. Procédons à l'examen des preuves. Pendant des heures, témoins et documents ont défilé à la barre. Des dossiers financiers, des contrats, des statuts de société. Chaque page racontait la même histoire, chaque euro gagné était le mien, chaque décision prise sans son influence. Pourtant, chaque fois que mon père me regardait, je pouvais sentir le poids de son incrédulité. Pendant la suspension d'audience, je suis sorti dans le couloir. Le bruit des journalistes à l'extérieur était assourdi par les murs. J'allais prendre une gorgée d'eau quand j'ai entendu sa voix derrière moi. Amélie. Je me suis retourné. Charles se tenait à quelques mètres, les épaules carrées, la cravate parfaitement nouée, comme si les apparences pouvaient encore le sauver. « Tu penses que le respect s'achète » dit-il doucement. « Non » ai-je répondu. « Mais il se gagne. Et j'ai gagné le mien le jour où tu m'as dit que je ne serais jamais assez. » Ses yeux ont vacillé, blessure, colère, quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Mais seulement une seconde. Ce n'est pas personnel. C'est du business. C'était personnel le jour où tu as choisi ta fierté plutôt que ta fille, ai-je dit, avant de me détourner. De retour dans la salle, Maître Durand m'a appelé à la barre. J'ai prêté serment, les mots semblant plus lourds que jamais. Elle a posé des questions simples, comment l'entreprise a commencé, qui a investi, qui ne l'a pas fait. J'ai dit la vérité, sans l'enjoliver ni la minimiser. Quand ce fut au tour de Maître Deschamps de contre-interroger, il a souri trop facilement. Mademoiselle Dubois, vous avez bénéficié du nom Dubois, n'est-ce pas? Les relations, les opportunités, l'influence. J'ai rencontré son regard. Le nom Dubois m'a fermé plus de portes qu'il n'en a ouvertes. J'ai construit les miennes. Il a souri avec mépris. Et pourtant, vous avez choisi de garder ce nom. Pourquoi? J'ai hésité, puis j'ai dit doucement, parce que c'est aussi le mien. Je lui ai juste donné une signification différente. Quelques personnes dans la salle se sont agitées, le bruit des stylos s'arrêtant un instant. Maître Deschamps a semblé agacé. Pas d'autres questions, a-t-il dit. Le reste s'est déroulé rapidement. La juge a examiné les documents une fois de plus, les sourcils froncés. Dehors, le tonnerre grondait sur la ville. Quand elle a enfin parlé, l'air est devenu immobile. Le tribunal ne trouve aucun motif de diffamation ou d'utilisation abusive de la réputation de la famille Dubois. Les preuves montrent que le groupe Dubois est une entité indépendante et que Mademoiselle Dubois ne porte aucune faute légale ou éthique. L'affaire est classée sans suite. Les mots ont atterri comme une porte qui se ferme. Mon père n'a pas bougé, ses yeux fixés sur la juge, l'incrédulité se durcissant en quelque chose de plus sombre. Ma mère a couvert sa bouche, ses épaules tremblantes. Le marteau a frappé une fois. Le son a résonné comme une finalité. Les flashs ont éclaté dès que je suis sorti. Les journalistes criaient des questions, des microphones tendus vers moi. Julien a bloqué la caméra la plus proche alors que nous nous frayions un chemin à travers la foule. Mademoiselle Dubois, que voulez-vous dire à votre père? J'ai marqué une pause,
juste assez longtemps pour qu'il capture mon visage sous les flashs, calme, posé, intouchable. Rien, ai-je dit. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Nous avons atteint la voiture, les portières se refermant sur le bruit. Un instant, je suis resté assise là, les mains immobiles. Le silence était épais, mais pas vide. Julien s'est tourné vers moi. Tu as gagné. J'ai regardé la tempête qui éclatait sur la ville. Je n'avais pas besoin de gagner, ai-je dit doucement. J'avais juste besoin qu'ils arrêtent de dire que j'avais tort. La pluie a commencé à tomber plus fort, lavant les marches du palais de justice alors que les lumières s'estompaient derrière nous. La pluie est arrivée tôt ce matin-là, douce et grise contre les fenêtres de mon bureau. La ville en contrebas semblait floue, presque miséricordieuse. Je révisais des contrats quand mon assistante a frappé. « Il y a quelqu'un qui demande à vous voir », dit-elle doucement. Elle n'a pas de rendez-vous. Je n'ai pas levé les yeux. Dites-lui de contacter Julien pour en programmer un. Il y a eu une pause. Elle dit s'appeler Éléonore Dubois. Le stylo a glissé de ma main. Un instant, tout ce que j'entendais était le bourdonnement du climatiseur et la pluie. Faites-la monter, ai-je dit finalement. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, ma mère est sortie, tenant une petite enveloppe aux bords usés et jaunis. Son parapluie goûtait sur le sol en marbre. Même après toutes ces années, elle se déplaçait comme si elle avait peur de prendre de la place. Le gardien de sécurité a hésité. Julien, debout près de l'entrée, a fait un petit signe de tête. « C'est bon », a-t-il dit. Elle s'est approchée lentement, les yeux parcourant le bureau, les murs de verre, les couvertures de magazines encadrés, les plaques à mon nom. Quand son regard m'a trouvé, elle s'est arrêtée. « Amélie », a-t-elle murmuré. « Maman. » Le mot est sorti plus stable que je ne l'aurais cru. Je me suis levé, lui indiquant la chaise en face de mon bureau. « Assieds-toi. » Elle a obéi, les mains tremblant légèrement en posant l'enveloppe sur la table. « Je ne suis pas venue pour me battre, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Je suis venue dire ce que j'aurais dû dire il y a 12 ans. » Je n'ai pas répondu. Elle a ouvert l'enveloppe et en a sorti une vieille photographie. C'était mon 21e anniversaire, moi dans une robe bleu pâle, son bras autour de mon épaule, toutes les deux en train de rire. J'avais oublié que ce moment existait. Ses doigts ont effleuré la photo. « J'ai eu tort », dit-elle. « Quand ton père t'a mise à la porte, je ne l'ai pas arrêté. J'avais peur de lui, du monde, de ce que les gens penseraient de moi. Je pensais que le silence préserverait la paix. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait autrefois semblé incassable, maintenant assise en face de moi comme une confession incarnée. Ton silence n'a pas maintenu la paix, dis-je doucement. Il a juste rendu la guerre plus silencieuse. Des larmes ont rempli ses yeux. Je sais. Je le vois maintenant. Chaque titre de journal, chaque photo de toi seul. J'ai vu la femme que tu es devenue et j'ai réalisé que je ne méritais pas de t'appeler ma fille. J'ai expiré lentement. Tu n'as pas besoin de mon pardon, maman. Tu as besoin de comprendre que je ne suis pas ton ennemi. Je ne l'ai jamais été. Elle a tendu la main sur la table, hésitante, et l'a posée sur la mienne. Sa peau était froide, fragile. Je comprends maintenant, dit-elle. J'aurais seulement aimé comprendre plus tôt. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. La pluie a comblé le silence. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était quelque chose de proche. Quand elle est partie, elle s'est retournée sur le seuil. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été, Amélie, dit-elle doucement. Ne laisse pas ça te rendre amère. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête, la regardant disparaître dans l'ascenseur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La photo qu'elle avait laissée était sur mon bureau, sous la douce lueur de la lampe. J'ai étudié nos visages, le sien radieux, le mien plus jeune, croyant encore que l'amour et l'approbation étaient la même chose. Le lendemain matin, Julien a fait irruption dans mon bureau, tenant un exemplaire du Figaro. « Tu dois voir ça », dit-il. Le titre s'étalait en haut de la page en caractères gras, « Lettre d'une mère, quand la fierté devient l'ennemi de l'amour ». J'ai pris le journal, parcourant les premières lignes. J'ai autrefois pensé que le silence protégeait la dignité. J'ai pensé que la distance protégeait la réputation. J'avais tort. Le jour où j'ai regardé ma fille s'en aller, j'ai confondu la fierté avec les principes.
Si je pouvais revenir en arrière, je la serrerais dans mes bras, pas ma peur. Car aucun titre, aucun héritage, aucun mariage ne vaut la perte de l'amour. Ma gorge s'est nouée. L'article continuait, brut et sans phare, une confession publique qui dépouillait des décennies d'images. Si ma fille lit ceci, j'espère qu'elle sait que je suis fier. Pas à cause de son succès, mais parce qu'elle est devenue tout ce que j'avais trop peur d'être. Julien se tenait tranquillement à côté de moi alors que je finissais de lire. C'est partout, dit-il. Télé, radio, en ligne. Les gens appellent ça la lettre la plus puissante de l'année. J'ai plié le journal soigneusement et l'ai posé sur le bureau. Elle a enfin trouvé sa voix, ai-je murmuré. Ce soir-là, les présentateurs de journaux en lisaient des extraits à voix haute, leur ton solennel. Les commentateurs débattaient pour savoir si le pardon pouvait guérir des familles comme la nôtre. Je me fichais du débat. J'écoutais juste ces mots, portés par le grésillement de la radio, à travers le bruit de la ville. Je pouvais presque entendre son soupir, le genre de soupir qui vient quand un secret a enfin cessé d'être un fardeau. J'ai fermé les yeux, m'adossant à mon fauteuil. Le pardon n'arrive pas toujours enveloppé dans des excuses. Parfois, il se glisse discrètement, déguisé en souffle fatigué d'une mer un matin pluvieux. La pluie dehors s'est transformée en crachin, laissant de faibles traînées sur la vitre. Quelque part, elle regardait la même tempête, et pour la première fois depuis des années, j'espérais qu'elle lui apportait aussi la paix. Une semaine après le procès, le bureau semblait plus calme que d'habitude. Le chaos était passé, les journalistes étaient passés à autre chose, et pour la première fois depuis des mois, il y avait de l'espace pour respirer. Julien a frappé doucement à ma porte et a posé un dossier sur mon bureau. Nouvelle candidate pour le complexe de Deauville, dit-il. Tu devrais voir celle-ci personnellement. J'ai ouvert le dossier, parcourant le CV. Le nom m'a arrêté, Claire Janssen. Je ne l'avais pas entendu depuis 12 ans, mais il a ramené l'odeur du marbre poli et du parfum cher, le genre d'air qui fait que les gens oublient d'être gentils. En bas de la page, une note, ancienne employée de la famille Dubois. Contrat terminé en 2013. J'ai levé les yeux. Tu es sûr que c'est la même Claire? Julien a hoché la tête. Elle travaillait pour le domaine de vos parents à Cannes. Superviseuse de la conciergerie. Elle gère une petite auberge côtière près de Saint-Malo depuis 2017. On dit que c'est grâce à elle si l'établissement est encore debout. Organise un entretien, ai-je dit doucement. Le lendemain matin, la salle de conférence était silencieuse quand elle est entrée. Claire avait maintenant la quarantaine, les cheveux plus courts, la posture prudente. Elle s'est arrêtée près de la chaise et a hésité, serrant son sac. Je ne pense pas que vous vous souveniez de moi, mademoiselle Dubois. J'ai souri faiblement. Si, je m'en souviens. J'étais dans l'escalier le jour où ma mère vous a renvoyé. Ses yeux se sont écarquillés, un instant, elle n'a pas semblé savoir quoi faire de ses mains. Je ne pensais pas que quelqu'un avait remarqué. Je remarque tout ce que les gens pensent pouvoir faire en toute impunité, ai-je dit doucement. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle a évoqué les années qui ont suivi son licenciement, la difficulté de trouver du travail avec une recommandation qui n'est jamais arrivée, comment elle a nettoyé des chambres d'hôtel pour gagner sa vie tout en élevant 2 enfants, comment elle a finalement réussi à tout reconstruire, pièce par pièce. Elle ne s'est pas plainte. Elle a raconté l'histoire comme quelqu'un qui récite des bulletins météo, de manière factuelle et épuisée. J'ai écouté. Je n'ai pas interrompu. Je me souvenais de l'expression sur son visage ce jour-là en 2013, de l'humiliation d'être jugé pas assez raffiné pour les standards du bois. À l'époque, je n'avais rien dit non plus. Quand elle a fini, elle a joint ses mains, attendant. Puis-je vous demander, dit-elle doucement, pourquoi vous avez voulu me rencontrer? Il y a des directrices plus jeunes, plus expérimentées. Parce que je sais ce que ça fait d'être mise de côté, ai-je dit. Sa lèvre a tremblé. Elle a cligné des yeux rapidement, comme pour retenir ses larmes. Vous n'avez pas à faire ça pour moi, mademoiselle Dubois. Je ne le fais pas pour vous, ai-je dit. Je le fais parce que personne ne l'a fait pour moi. J'ai signé les papiers, fait glisser le contrat sur la table. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Elle a fixé la page un long moment avant de prendre le stylo. Sa main tremblait en signant son nom. Quand elle a relevé les yeux, des larmes coulaient sur ses joues. Merci, a-t-elle murmuré. Remerciez-vous vous-même,
ai-je dit. Vous l'avez mérité. Quand elle est partie, Julien est entré, fermant la porte derrière lui. Ça s'est bien passé, a-t-il dit. Elle mérite le poste, ai-je répondu. Ma mère n'a jamais vu sa valeur. Julien m'a étudié un instant, puis a baissé la voix. Il y a autre chose. Je n'étais pas sûr de devoir te le dire, mais Charles est de retour à Cannes. On dit qu'il ne va pas bien. J'ai senti un frisson. La santé? Julien a hésité. Physique, peut-être. Mental, certainement. Il est différent. Les gens disent qu'il quitte à peine la maison. Quelques-uns de ses anciens partenaires ont dit qu'il vendait des propriétés. Je me suis adossé à mon fauteuil, regardant par la fenêtre. La ville scintillait sous le soleil de fin d'après-midi, un contraste saisissant avec l'image grise qui se formait dans mon esprit, mon père, assis seul dans cette immense demeure, celle remplie de tout sauf de chaleur. Julien a repris la parole, plus doucement cette fois. Il pourrait demander à te voir. Je n'ai pas répondu tout de suite. La pensée de lui faire face à nouveau a provoqué une lueur de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, colère, pitié, peut-être les deux. Fais-moi signe s'il me contacte, ai-je dit finalement. Julien a hoché la tête, a commencé à partir, puis s'est retourné. Tu sais, dit-il, tu pourrais tout laisser tomber maintenant. Tu as déjà gagné. J'ai baissé les yeux sur le contrat signé de Claire, toujours sur mon bureau. Gagner n'est pas toujours le but, ai-je dit. Parfois, il s'agit de réparer les choses qui auraient dû être justes depuis le début. Quand il fut parti, je me suis approché de la fenêtre. Les lumières de la ville commençaient à s'épanouir sous un ciel qui s'assombrissait. Quelque part le long de la côte, l'océan frappait les falaises près de Deauville, implacable et constant. Le même rythme qui m'avait porté jusqu'ici. Dehors, l'horizon a brûlé d'or avant de se fondre dans le bleu. Je pouvais voir mon reflet dans la vitre, plus âgée, plus forte, et peut-être enfin prête à affronter la faim que j'avais fui. Je suis resté là longtemps, regardant la lumière disparaître. Le bureau derrière moi s'est assombri, le bruit de la ville se dissolvant dans le silence. Puis j'ai murmuré à la vitre, presque comme une promesse à moi-même, chaque histoire trouve son dénouement. Même la sienne. Et quelque part, très loin, alors que le dernier éclat du coucher de soleil s'enfonçait dans la mer, j'ai senti la marée commencer à tourner. Le brouillard flottait bas sur la Défense ce matin-là, doux et silencieux, estompant le sommet des gratte-ciel à l'extérieur de ma fenêtre. Je venais de signer un nouvel accord de partenariat quand mon assistante est entrée, son ton hésitant. « Mademoiselle Dubois, dit-elle, il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Il dit que c'est urgent. » Je n'ai pas levé les yeux du document. « Dites-lui d'envoyer un email à Julien pour un rendez-vous. » Elle a dégluti. « C'est Monsieur Charles Dubois. » Le stylo a glissé de ma main. Pendant un battement de cœur, le seul son était le faible bourdonnement de la ville à l'extérieur. « Faites-le entrer, ai-je dit. » La porte s'est ouverte un instant plus tard, et mon père est entré. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Ses cheveux argentés s'étaient clairsemés, et l'homme qui commandait autrefois les conseils d'administration par sa seule présence s'appuyait maintenant légèrement sur le cadre de la porte, comme s'il n'était pas sûr d'être à sa place. Il portait une enveloppe jaunie sur les bords et une photo encadrée que je n'avais pas vue depuis des années, nous quatre, devant l'ancienne maison de Cannes, avant que tout ne se fissure. Pour la première fois depuis que j'avais construit ce bureau, il semblait plus petit. Il s'est raclé la gorge, le son rauque. « Tu as bien réussi, » dit-il en jetant un coup d'œil au mur de verre, à la vue qui s'étendait sur la ville. Mieux que je ne l'aurais cru. Je ne l'ai pas fait pour te prouver que tu avais tort, dis-je doucement. Il a eu un rire sans joie. Alors tu es une meilleure personne que moi. Nous sommes restés en silence. Il s'est dirigé vers le bureau, ses pas lents, presque incertain. Je suppose que je devrais commencer par ce que je suis venu dire, murmura-t-il. J'ai presque tout perdu. Tu sais. L'entreprise, les partenaires, même la maison. Les gens ne sont pas tendres avec les hommes qui perdent leur sang-froid en public. Il a levé les yeux, le regard voilé par un mélange de fierté et de honte. Tu n'as pas seulement gagné au tribunal, Amélie. Tu as gagné partout où ça comptait. Je n'ai pas perdu contre la juge. J'ai perdu contre toi. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Il ne s'agissait jamais de gagner, papa. Il a hoché la tête, mais ses épaules se sont affaissées. Peut-être pas pour toi. Pour moi,
ça l'a toujours été. Il a posé l'enveloppe et la photo sur le bureau. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite même pas. Je voulais juste voir de mes propres yeux que tu vas bien. Je l'ai étudié. La colère qui montait si facilement autrefois n'est pas venue cette fois. Il n'y avait qu'une douleur sourde, comme l'écho de quelque chose qui s'était déjà consumé. Je ne vais pas seulement bien, dis-je doucement. J'ai appris à vivre sans permission. Il a souri faiblement, les yeux brillants. Ta mère aurait adoré voir ça. Toi, ici, comme ça. Elle disait que tu avais son entêtement, mais je pense que c'est autre chose. Quelque chose que je n'ai jamais compris. Il s'est approché de la fenêtre, contemplant la ligne d'horizon, son reflet faible dans la vitre. À ton âge, je pensais que le pouvoir était le contrôle. Que le respect venait de la peur. Mais en te regardant maintenant. Il a secoué la tête. Je vois que j'avais tort. Aucun de nous n'a parlé pendant un long moment. L'air semblait lourd, mais pas hostile. Juste plein de tous les mots que nous n'avions jamais dit. Il s'est finalement retourné vers moi. Je suis désolé, Amélie. Pour tout ce que j'ai dit. Pour tout ce que je n'ai pas dit. J'ai hoché la tête une fois, non par pardon, mais par reconnaissance. Tu peux arrêter de porter ça maintenant, ai-je dit. C'est fini. Il a laissé échapper un souffle, tremblant mais soulagé. Merci, a-t-il murmuré. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il s'est arrêté, jetant un dernier regard autour du bureau. Tu as construit quelque chose de magnifique, dit-il. Je ne pensais pas vivre assez longtemps pour le voir. J'espère que tu sais que je suis fier de toi. Les mots ont atterri doucement, dépouillés de performance ou de fierté. Juste la vérité, fragile et tardive. Il s'est retourné pour partir, puis s'est arrêté à nouveau. Si ta mère pouvait voir ça, elle serait fière aussi. Je n'ai pas pu répondre. Je l'ai juste regardé descendre le couloir, sa silhouette s'estompant dans le reflet du verre, plus petite, plus lente, mais d'une certaine manière plus légère. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière lui, je me suis assise et j'ai fixé la photographie qu'il avait laissée. Nous sourions dessus. La main de ma mère reposait sur mon épaule, la cravate de mon père était de travers. La lumière du soleil sur la photo était vive et nette, d'une époque où je croyais encore aux choses incassables. Dehors, le brouillard se levait. La ville en contrebas redevenait nette. Il y a des fins qui n'ont pas besoin de larmes, seulement de silence. Deux personnes se tenant sur les rives opposées du même fleuve, voyant enfin le reflet de l'autre. J'ai plié la lettre sans l'ouvrir, je l'ai placée à côté de la photo et j'ai murmuré à la pièce vide, au revoir, papa. Puis je me suis retourné vers la fenêtre, la dernière brume matinale se dissipant dans la lumière. Un an a passé avant que je ne réalise à quel point l'air était devenu plus léger. Le bruit s'était estompé, les procès, les gros titres, les chuchotements. Ce qui restait était plus calme, mais plus fort, comme une marée qui avait enfin trouvé son rythme. La salle de bal du complexe hôtelier de Deauville brillait de nuances dorées ce soir-là. Un quatuor à cordes jouait doucement en fond sonore, le murmure des conversations se mêlant au bruit du ressac à l'extérieur. Le gala de charité battait son plein, chaque table éclairée par des bougies vacillant contre le verre. C'était la première fois que le groupe Dubois organisait quelque chose par lui-même, un événement non pas pour les investisseurs, non pas pour le prestige, mais pour une cause. Je me tenais sur scène, regardant les invités. Ce soir, ai-je commencé, ma voix portant facilement à travers la salle, nous célébrons les femmes qui nous rappellent que la résilience ne demande pas la permission. La bourse au-delà des apparences financera des femmes entrepreneurs à qui l'on a dit qu'elles n'étaient pas assez, qui ont été sous-estimées, négligées ou réduites au silence. Les applaudissements se sont élevés, chaleureux et sincères. Mes yeux ont trouvé ma mère sur le côté de la scène. Elle se tenait avec un presse-papier, gérant les derniers détails, sa posture détendue d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Camille était à ses côtés, lui murmurant quelque chose qui la fit rire. Claire, au fond de la salle, dirigeait le personnel avec la précision de quelqu'un qui sait ce qu'il en coûte de mériter à nouveau la confiance. Je suis descendu de la scène, serrant des mains, posant pour des photos, répondant à des compliments polis. L'énergie était douce, presque sereine. Une femme d'une 60aine d'années s'est approchée, un appareil photo à la main. Mademoiselle Dubois, dit-elle gentiment, pourrais-je avoir une photo avec votre famille? J'ai entendu dire qu'ils sont là ce soir. J'ai souri.
Ma famille n'est pas sur la photo, ai-je dit. Elle est dans les leçons que j'ai dû apprendre pour arriver ici. Elle a semblé perplexe une seconde, puis a souri à son tour. C'est magnifique. L'appareil photo a flashé, figeant l'instant. Plus tard, alors que la soirée s'étirait, Julien m'a trouvé près de la table des desserts. Tu as bien fait, dit-il. Les gens adorent le programme. Et les donateurs? Eh bien, ils parlent déjà d'expansion. J'en suis heureuse, ai-je dit. Il est temps que nous construisions quelque chose qui survive au bruit. Il a levé son verre dans un petit toast. Au silence, alors. J'ai ri doucement. À ce qui vient après. Alors que la foule se clairsemait, je suis sorti sur la terrasse pour prendre l'air. L'océan s'étendait sous la falaise, noir et infini, le clair de lune traçant un fil sur sa surface. À l'intérieur, la musique s'est adoucie en un lent morceau de jazz. Je pouvais voir ma mère à travers la vitre, sa main reposant légèrement sur le bras de Camille. Ses yeux ont rencontré les miens à travers la pièce. Elle a souri, un petit sourire, fatigué mais paisible. J'ai hoché la tête en retour. Claire est apparue à mes côtés quelques minutes plus tard, tenant une tablette. Désolé de vous interrompre, dit-elle. Je voulais que vous voyiez ça avant que le communiqué de presse ne parte. Elle me l'a tendu. L'écran affichait le rapport trimestriel pour le complexe de Deauville. Les chiffres étaient plus élevés que je ne l'avais jamais vu. Des profits records, dit-elle, souriant à travers ses larmes. On l'a fait. J'ai levé les yeux de l'écran. Non, dis-je doucement. C'est toi qui l'as fait. Elle a essuyé ses yeux rapidement. Vous m'avez donné une seconde chance. Et tu l'as transformée en un avenir, ai-je répondu. Elle a ri, embarrassée, et est retournée à l'intérieur, la porte se refermant doucement derrière elle. Je suis resté là un moment de plus, écoutant les vagues en contrebas. La lune était basse sur l'horizon, pâle et parfaite. Quelque part à l'intérieur, des verres trinquaient et des rires s'échappaient sur la terrasse, se mêlant au son régulier de la mer. Le pardon ne réécrit pas ce qui s'est passé. Il l'empêche simplement de décider qui vous êtes. Quand les derniers invités sont partis, le personnel a commencé à débarrasser les tables. J'ai traversé le hall maintenant vide, l'odeur de champagne et d'air salin persistant dans la pièce. Mes talons claquaient doucement sur le marbre, résonnant comme un rythme que je connaissais par cœur. Sur le seuil, je me suis retourné une dernière fois. Les lumières étaient tamisées, seules quelques bougies brûlaient encore. Ma mère se tenait près du fond, fermant un dossier. Elle a levé les yeux, a rencontré les miens, et pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucune distance dans son regard, juste une compréhension tranquille. Elle a articulé les mots, à peine visibles, « Je suis fier de toi ». J'ai hoché la tête, souriant faiblement. Certaines blessures ne se referment pas avec des excuses. Elles se referment quand on cesse d'en attendre une. Dehors, le vent portait l'odeur de l'océan. Je suis sorti, le laissant emmêler mes cheveux. La nuit était calme, l'air épais de sel et de possibilités. Le clair de lune scintillait sur l'eau comme un millier de petits miroirs. Je l'ai regardé longtemps, sentant le monde ralentir autour de moi. Derrière moi, les lumières du complexe brillaient comme des lanternes guidant le passé vers le repos. J'ai murmuré aux vagues, nous sommes enfin quittes. La marée est montée, régulière et imperturbable, comme si elle avait su depuis le début que le pardon, comme l'océan, ne demande jamais la permission. Il continue simplement de revenir. La côte d'Azur scintillait sous le ciel de début de soirée, la mer se pliant et se dépliant contre les rochers comme un tissu d'argent. La Rolls-Royce Phantom a ralenti devant la grande entrée du palais des festivals. Les flashs ont éclaté, les caméras se sont tournées vers la portière de la voiture et, un instant, le monde a retenu son souffle. Cela faisait 1 an depuis le gala, 1 an que le monde m'avait vu comme la fille qui était revenue. Ce soir était différent. La signature du contrat ferait du groupe Dubois l'une des principales marques hôtelières en Europe. Cette fois, la foule ne cherchait pas le scandale. Elle cherchait le succès. Le chauffeur a ouvert la portière. Mon talon a touché le tapis rouge en premier, délibéré et calme. L'air vibrait au rythme des déclencheurs et des murmures d'applaudissements. Les lumières ne piquaient plus. Elles semblaient chaudes, presque accueillantes. Amélie Dubois a appelé quelqu'un de la ligne de presse, de retour à Monaco. Dites-nous, qu'est-ce que ça fait de revenir là où tout a commencé ? J'ai souri légèrement. Je me sens chez moi.
Cette fois, la foule a applaudi, non par curiosité, mais par approbation. Il n'y avait plus de choc, plus de chuchotement sur la trahison familiale. Juste de la reconnaissance. J'ai parcouru la longueur du tapis alors que l'orchestre jouait doucement à l'intérieur, ma robe captant la lumière. Une jeune journaliste a tendu son microphone. Mademoiselle Dubois, beaucoup se souviennent encore du moment de l'année dernière. Les retrouvailles, le silence. Éprouvez-vous toujours du ressentiment envers votre famille? Je me suis arrêté juste assez longtemps pour que les caméras se concentrent. Non, dis-je simplement. Je suis trop occupé à vivre. Un rire a parcouru la presse. Ce n'était ni défensif ni cruel. C'était compréhensif. La vérité n'avait besoin d'aucune performance. À l'intérieur, l'espace événementiel scintillait de lumière cristalline. J'ai signé l'accord final, l'encre coulant, douce et régulière. Les applaudissements ont suivi, les bouchons de champagne ont sauté, et je me suis tenu sous le lustre tandis que les dirigeants me serraient la main, un par un. Mon visage serait à nouveau dans les gros titres de demain, mais cette fois, les mots seraient différents, succès, leadership, indépendance. Quand ce fut terminé, je suis sorti, loin du bruit. Le tapis rouge était presque vide maintenant, les photographes passant à leur prochaine histoire. J'ai dit à mon chauffeur que je marcherais un peu et j'ai commencé à descendre la promenade. L'air sentait le sel et le jasmin. Les lumières de la ville vacillaient sur la surface de la Méditerranée, douce et infinie. Mon reflet me suivait dans les vitrines des magasins et les flaques d'eau, plus âgées maintenant, plus stables. Je ne fuyais plus les fantômes. Je marchais à leur côté. Quelque part au loin, une musique s'échappait d'une fête sur un toit. On aurait dit des rires, comme la vie qui continue sans demander la permission. J'ai souri à cette pensée. Le succès n'a jamais été une question de qui le remarquait. Il s'agissait de ne plus avoir besoin d'eux pour le faire. J'ai atteint le bord de la marina, où les yachts brillaient sous le clair de lune. Je me suis arrêté et me suis appuyé contre la balustrade, le vent tirant des mèches de cheveux sur mon visage. La lueur des phares de la Rolls-Royce derrière moi scintillait sur l'eau, transformant chaque vague en un miroir. Ils pensaient que j'avais disparu, mais je me préparais seulement à revenir. Pendant des années, j'ai cru que la vengeance signifiait leur faire ressentir ce que j'avais ressenti. Mais là, debout, j'ai réalisé la vérité. La réussite, ce n'est pas de faire regretter les autres, c'est de ne plus jamais avoir besoin de leur approbation. J'ai fermé les yeux, laissant l'océan remplir le silence. La voix de mon père, la lettre de ma mère, les années d'exil et de bruit, tout s'est fondu dans le son des vagues. C'était fini. Pas avec un feu d'artifice, mais avec la paix. Quand j'ai ouvert les yeux, la lune était basse et pleine au-dessus de l'eau. Mon reflet me regardait. Pas de colère, pas de chagrin. Juste du calme. Il croyait autrefois que la justice devait être bruyante, que la valeur venait de la victoire, que le respect était quelque chose qui devait être accordé par les autres. Mais là, debout sur ce balcon de lumière et de mer, je savais mieux. Le respect n'est pas un privilège. C'est le strict minimum. J'ai jeté un dernier regard à l'horizon avant de me tourner vers la voiture qui attendait. La nuit semblait légère, les lumières de la ville scintillant sur ma robe comme de petites étoiles indulgentes. En montant dans la voiture, une pensée a fait surface, claire, simple, inébranlable. Ils avaient raconté mon histoire pendant 12 ans. Ce soir, je l'avais terminée moi-même. Et à tous ceux qui gardent encore leur silence, qui attendent encore d'être vus, je dirais ceci, partagez votre histoire de silence, car parfois, le silence parle plus fort que la vengeance.